Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. J'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Lorraine de Ratulle, bonjour. Bonjour. Aurélienne Bronner, bonjour. Bonjour. Alors vous formez l'une pianiste, l'autre violoncelliste, ce duo Luperca que vous avez composé il y a une douzaine d'années déjà. Duo piano-violoncelle. Est-ce que pour vous, Lorraine de Ratulle, de jouer avec une ou un violoncelliste, c'est pour vous un instrument qui est plus proche en tant que pianiste que de jouer avec un violoniste ou une violoniste? J'ai l'impression que ce sont des instruments qui sont plus éloignés. Alors le duo piano-violon, effectivement, c'est facile dans le sens où l'adéquation des timbres est assez manifeste par le contraste, en fait. Alors que le violoncelle, plus chaleureux, il va falloir faire attention à l'équilibre. C'est pas si facile, en fait, le duo piano-violoncelle. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec le violon. Et personnellement, j'adore la sonorité et d'Aurélienne et du violoncelle en général. Donc, oui, ça fait 12 ans que vous travaillez ensemble. C'est bien qu'il y ait J'ose une raison. espérer que vous aimez la sonorité l'une de l'autre. Comment ça se passe, Aurélienne, justement, le travail entre vous, les choix de répertoire là, on va parler du répertoire de ce disque Au bord du rêve, pour lequel j'ai le plaisir de vous inviter. Mais comment ça se passe au niveau du répertoire, puisque je vous avais reçu il y a quelque temps pour un disque qui était consacré à Franck Fauré-Vierne, donc un répertoire de grandes sonates françaises de la fin du 19e. Là, on a un répertoire beaucoup plus divers dans votre dernier disque. Comment vous construisez C'est en vue de projets précis, ou alors vous travaillez plein de partitions ensemble et puis finalement après vous passez ça à un certain tamis en vous disant on va enregistrer tel ou tel Alors œuvre. on a beaucoup de répertoires maintenant attractifs parce que depuis 12 ans on a travaillé beaucoup de choses. Alors effectivement souvent c'est pour des projets précis, des concerts, des organisateurs de concerts qui veulent un programme précis, donc là ça nous dirige plutôt vers ce programme. Après on a joué les sonates de Beethoven, les grands classiques du répertoire. Ça, piano violoncelle, si on n'aborde pas Beethoven, Voilà, Brahms, c'est Fauré. Mais là c'est un projet précis, donc une idée qui a germé pendant longtemps le programme de ce disque. Et effectivement pour ce programme on a lu énormément de répertoires, plein de choses, et après on a vraiment écrémé et décidé ce qui nous plaisait le plus. Et aussi comme il y a beaucoup de transcriptions, c'était ce qui était le plus facile à transcrire au violoncelle, ce qui sonnerait mieux aussi au violoncelle et piano. Donc vraiment oui, ça a été un gros travail de lecture, de déchiffrage, parce que après il y avait tout ce travail de transcription, et des fois on a transcrit des pièces et finalement ça nous plaisait pas, du coup on a laissé tomber, on a repris. Oui, ça a été quand même. En 2020, pendant le confinement, on a commencé à faire ça, et après, pendant un an, oui, on a enregistré en 2021. Pendant plus d'un an, on a travaillé sur le répertoire du disque. Alors ce disque, il est composé à partir de compositeurs français, russes, allemands. Enfin, c'est très divers, Oui. avec des époques qui sont mêlées. Vous avez dû vous donner mal au crâne à composer ce programme qui, en même temps, est très très divers. Au bord du rêve, on va parler du titre, mais très très divers, mais en fait qui trouve sa cohérence quand on l'écoute. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression d'écouter un patchwork d'œuvres. Je ne sais pas si c'est votre interprétation ou l'ordre dans lequel vous avez choisi d'interpréter ces œuvres, mais il trouve une très grande cohérence à l'écoute. On n'a pas l'impression de s'éparpiller. Oui, parce qu'on a essayé justement que les pièces s'enchaînent bien aussi. Et comme c'est des compositeurs très variés, il fallait que, oui, musicalement, ça soit quand même assez logique. Après, il y a quand même des tubes du répertoire, et on a voulu Ça aussi vous commencez par le tube des Voilà, tubes, c'est qui est ça. le rêve d'amour de Liszt. Voilà. Mais justement, au violoncelle et piano, ça donne un éclairage totalement différent. Ouais, on a beaucoup aimé la transcription de Casado là, qu'on a lue. Donc ça, c'était déjà transcrit. Mais après, oui, c'est sûr que il fallait que les transcriptions aussi soient convaincantes. Et les compositeurs aussi, un peu qui sont inconnus en fait, dont on a aimé les pièces. Vraiment, je pense que personne ne connaît Fabricius ou... Non, Enfin, très à ma peu, grande en fait. honte, je ne connaissais pas, mais j'ai moins de honte en vous écoutant, en sachant que je ne suis pas le seul. Oui, on voulait aussi pas forcément des tubes, et des compositeurs
qui sont pas connus, comme Fabricius, dont personne n'a jamais entendu parler. Et vous, comment vous en aviez entendu parler ? En fait, c'est en lisant, en cherchant, en faisant des recherches et en lisant des pièces qu'on a aimé cette pièce. Mais là, c'est plutôt par la thématique qu'on a été aiguillé vers des découvertes. Et pour nous, c'est aussi très important de rendre l'auditeur curieux. Et puis nous aussi, en fait, on est affamés de nouveautés. Au travers des transcriptions qu'on a faites également, parce que finalement, ça permettait de faire découvrir des pièces qui parfois sont connues, comme la Rêverie de Debussy, par exemple, ou l'Oiseau de feu, la berceuse de l'Oiseau de feu, et en les transcrivant, d'apporter un regard, une écoute nouvelle sur des œuvres qui sont connues, et puis aussi par le biais de compositeurs complètement méconnus. Alors ce disque, Lorraine de Ratulle, il s'appelle Au bord du rêve. Donc c'est un mélange un peu, ou après un rêve de forêt et puis au bord d'une source de Liszt. Donc vous me disiez hors micro que c'est une amie à vous qui a trouvé ce titre. Qu'est-ce que vous cherchiez à exprimer par là ? On cherchait à ce qui reflète, que le titre reflète notre thématique rêveuse, de la songerie, de la méditation, et qu'il puisse évoquer renvoyer à un monde imaginaire. Et du coup, c'est peut-être au bord du rêve qui explicite ce moment musical qu'on peut avoir et qui nous plonge dans les songes et dans la méditation. Donc voilà, c'est le moment, les prémices du rêve et qui est contenu aussi dans la musique, de berceuse par exemple. Et pour vous, Aurélienne, c'est la même signification au bord du rêve ? C'est quelque chose que vous ressentez comme si vous étiez dans un état, pas de transe, mais un moment de flottement entre le monde éveillé et le monde oui, c'est ça. Mais c'était un peu aussi pendant le confinement qu'on se sentait comme ça. Je pense quand on était chez nous enfermés toute la journée, il y avait des moments comme ça. De flottement. Oui, très étranges hors du temps. Et je pense que on avait commencé à enregistrer à distance, comme il y a beaucoup de monde qui faisait ça à ce moment-là. Le Schubert, là, Nacht und Träume. Et oui, vraiment, on se sentait comme ça, hors du temps. Et c'est un peu dans cet esprit-là aussi qu'est notre disque. Oui, également, on avait enregistré à distance le La Tombelle. Oui, qui est aussi un compositeur donc, là qui commence à retrouver un peu sa place dans les salles de concert. C'est ça. Donc on enregistrait notre partie et puis on se l'envoyait et Aurélienne réenregistrait par-dessus la partie de piano. C'était un travail intéressant pour nous aussi en tant que duo, de travailler à distance comme ça. Alors juste une parenthèse, vous Aurélienne, quand je vous avais reçu avec Lorraine de Ratulle pour votre précédent CD, vous n'étiez pas encore au sein de l'Orchestre National de France, donc depuis 2 ans vous êtes violoncelle solo dans cet orchestre. C'est un répertoire que vous connaissiez déjà, le répertoire d'orchestre déjà Oui, j'ai passé quand même presque 8 ans à l'Opéra de Bordeaux, mais c'est sûr que l'Orchestre National de France c'est que du symphonique, ils font que du symphonique, très peu d'opéra, il y en a 1 ou 2 par an, et à Bordeaux j'avais fait beaucoup d'opéra. Donc ils ont vraiment aussi un répertoire très français qui joue souvent quand même. Oui, il y a une tradition quand même de cet orchestre national créé en 1934. Donc c'est vrai que depuis 2 ans j'ai appris beaucoup de répertoires nouveaux. Donc oui, c'est très intéressant pour moi. Aussi le cadre, le fait que ce soit la radio, les chefs qui viennent inviter. Et donc là, vous jouez dans ce disque, notamment parmi les 23 œuvres qu'on y trouve, cette berceuse de l'Oiseau de feu. Donc ça, c'est vous qui avez eu l'idée, parce que vous le jouez dans l'orchestre, c'est une œuvre que vous aimez particulièrement ? Bah oui, c'est sûr que je l'ai jouée à l'orchestre, j'aime beaucoup cette pièce, et on a eu l'idée ensemble. Mais c'est vrai que je disais à Lorraine, attention, là, c'est le hautbois qui joue, il faut pas jouer à ce tempo. À l'orchestre, ça se joue pas comme ça. Je lui disais, parce que comme je l'ai joué à l'orchestre, évidemment, j'avais dans ma tête, c'était la partie d'orchestre, j'entendais les instruments de l'orchestre. Et alors, comment ça s'est passé pour élaborer tout le programme de ce disque ? Parce que, je sais pas, il y a une 15aine de compositeurs, parce qu'il y a certains compositeurs qu'on trouve à plusieurs reprises, comme Schumann
ou Grieg, remarquez, je crois que c'est quasiment les seuls qu'on trouve à Ouais. plusieurs reprises. Donc il y a près de 20 compositeurs dans ce disque. Ça a été un travail de préparation énorme pour arriver à construire ce programme. Comment vous avez lu ensemble des partitions, des dizaines de partitions, avant de faire un tri de ce qui allait vous Oui, convenir? comme le disait Aurélienne, c'est la thématique du rêve qui ensuite nous a... On a tout simplement cherché des partitions qui évoquent le rêve, beaucoup déchiffrées. Et ensuite, parfois des pièces qui étaient à l'origine écrites pour d'autres ensembles ou d'autres formations. On regardait si c'était possible de les transcrire et si ça allait les mettre en valeur. Et parfois, on en a écarté parce que voilà, ça ne fonctionnait pas. Ou bien on a écarté des pièces qui n'étaient pas suffisamment inspirées. Et je pense que c'est ce qui a fait la cohérence du disque. C'est que je pense qu'on a vraiment choisi des très belles pièces. Donc, il n'y a pas de déchets, on va dire. Oui, bah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, quand on fait appel à Schumann, Liszt, Fayat, Louis Aubert, Debussy et bien d'autres, on a plus de chances de tomber sur des chefs-d'œuvre que sur des œuvres de moindre importance. Mais ça a dû être un casse-tête aussi épouvantable. Parce que vous avez tout enregistré comme ça, les 23 œuvres, vous les avez enregistrées dans un ordre arbitraire, et puis après vous avez tout remis dans un ordre qui vous paraissait plus conforme au chemin vers le rêve que vous aviez choisi. Ça a dû être l'objet de Oui, c'est vrai qu'en 3 jours on a enregistré, c'est un gros travail aussi parce que c'est des pièces très courtes, donc finalement c'est difficile aussi parce qu'il faut être très concentré, il faut tout de suite se mettre dans l'esprit de la pièce, du compositeur, en très peu de temps, et passer d'un style à l'autre en fait rapidement. Puis avec des tonalités différentes. Oui, aussi. Mais ça aussi, pour construire un disque avec des œuvres qui ont des tonalités si différentes et qui trouvent. Oui, en plus, des fois, il y avait des leads, c'est pour voix, et c'était dans d'autres tonalités. Donc, on a vraiment cherché à se rapprocher de la tonalité originale voulue par le compositeur. Par exemple, Tchaïkovski, c'est souvent aussi, joué dans une autre tonalité. Et on voulait vraiment voir la tonalité. On s'est rapproché le plus des partitions originales. Donc, vous parlez de Tchaïkovski. Il y a un compositeur rare aussi dont on reparle depuis une vingtaine d'années, Lorraine de Ratulle, dont vous êtes une des championnes. C'est Lucien du Rozoir. Donc, il y a une œuvre de Lucien du Rozoir, une très belle œuvre. Donc, vous connaissez son fils, Georges du Rozoir, qui s'occupe beaucoup de l'œuvre de son beau-père. Absolument, c'est un couple qui a cherché à mettre en valeur la musique de Lucien, qui a fait un travail musicologique et de diffusion. Juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément Lucien du Rozoir, donc c'est un compositeur qui a écrit beaucoup pendant la Grande Guerre. En fait, il était violoniste avant la guerre et il a été complètement bouleversé par ce qu'il a vécu pendant la guerre. Il a rencontré aussi des compositeurs au front, André Caplet, Maurice Maréchal, le de vos violoncelliste. grands ancêtres, Aurélien Bronner. Et ils ont joué ensemble. Et quand il est revenu de la guerre, en fait, il était incapable de reprendre son violon. Et par contre, il avait plein de musique dans la tête. Donc, il a commencé par écrire les aquarelles, 5 aquarelles pour violon et piano. Moi, j'ai enregistré la musique pour violon et piano. Ça a été le premier disque, justement, qu'ils ont sorti chez Alpha. Et cette berceuse, en fait, fait partie de ces aquarelles et a été transcrite pour violoncelle et piano par Lucien du Rozoir. C'est une œuvre... la transcription est originale, je veux dire. Alors vous, Aurélienne Bronner, on parlait de votre travail au sein de l'Orchestre national de France. Et en même temps, vous avez la chance de pouvoir faire de la musique de chambre... et peut-être aussi avec d'autres musiciens de l'orchestre, et là avec Lorraine de Ratulle, donc vous vous retrouvez quand même avec un instrument extraordinaire à pratiquer l'essence de la musique, c'est-à-dire musique de chambre d'un côté, musique d'orchestre de l'autre. C'est une chance. Oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Enfin, une chance que vous méritez, mais c'est quand même formidable de pouvoir aborder tous ces répertoires. Oui, mais j'adore. Heureusement, en fait, ça me nourrit, tout ce répertoire me nourrit, et à chaque fois de retrouver Lorraine, parce qu'on se connaît quand même très bien maintenant, c'est toujours un plaisir de retravailler aussi le répertoire violoncelle piano, de travailler avec Lorraine.
Et c'est toujours en fait enrichissant. Tout se complète en fait. Tout ce que j'apprends à l'orchestre et ça fait voir la musique de plein de facettes différentes en fait. On voit toutes les facettes. Le rôle de violoncelle solo, vous êtes violoncelle solo Ouais. ou super soliste, je ne sais plus comment on dit. Oui, super soliste à l'Orchestre National. Parce qu'on parle souvent du rôle de violon solo, Mm. qui est plus saillant pour les spectateurs et les auditeurs. Mais le violoncelle solo, qui a une place aussi extrêmement importante, vous n'avez pas la même place par rapport au chef d'orchestre, c'est surtout par rapport au pupitre de violoncelle. Comment se situe votre place? Je fais partie quand même du quatuor devant de soliste. Oui, bien sûr. Donc, non, mais il n'y avait aucune valeur dévalorisante dans ce que je disais. C'est pour qu'on voit bien le travail. Oui, évidemment. C'est pas aussi important que le violon solo. Mais moi, je dois gérer aussi donc, mon pupitre. Exactement. Et, plus les solos de violoncelle dans les œuvres. Solos, parce que quand même, il y a souvent des solos. Et c'est vrai que le violon solo, il est plus amené à parler à tout l'orchestre. C'est pas moi qui m'adresse à tout l'orchestre, par exemple. Mais c'est toujours l'instrument du quatuor, donc c'est un rôle très important parmi les cordes. Alors Lorraine de Ratulle, on connaît votre immense curiosité pour le répertoire. Je crois que vous avez connu avec un disque consacré à la sonate de Dutilleux et à des œuvres de Carole Beffa. Oui. J'espère que je ne m'égare pas. Donc déjà... cette sonate de Dutilleux, du reste, qui est un des grands chefs-d'œuvre aussi du répertoire, je crois que lui-même l'a renié plus ou moins. Oui, ensuite il l'a remise à son catalogue. Hein. Oui, parce que c'est quand même un chef-d'œuvre. Avec toutes les interprétations qu'il a eues de son œuvre, il a fini par être convaincu que c'était une œuvre qui valait la peine. J'ai adoré jouer cette musique. Et justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la difficulté d'enregistrer des petites pièces, c'est vrai que des sonates, par rapport à notre disque précédent, enregistrer des sonates, c'est finalement pas forcément plus difficile que ces courtes pièces. Voilà. Et sur la musique que j'ai eu la chance de jouer, j'ai aussi enregistré Jacques Delaprelle. Sa musique, des mélodies et toute sa musique pour piano. Et j'avais envie de dire aussi que ce disque Au bord du rêve qu'on a enregistré avec Aurélienne est un peu un hommage à la voix. Et oui, au travers des transcriptions de leader. Voilà. Oui. Enfin, de toute façon, quand on joue du violoncelle, quand même un instrument bien proche de la voix aussi. Moi, j'ai toujours aimé accompagner les chanteurs. J'ai une formation d'accompagnatrice et le travail de musique de chambre qu'on fait avec Aurélienne, pour moi, c'est une grande richesse. Et comment ça se passe, votre travail commun parce que vous êtes tellement liés. Quand on rencontre des musiciens ou des musiciennes comme vous, qui jouaient beaucoup ensemble, enfin, si on évoque vos prédécesseurs comme János Starker ou György Sebok, vos illustres prédécesseurs, quand on les voyait sur scène, on avait l'impression qu'ils formaient qu'un. C'était vraiment des duos comme on rêve d'en écouter plus souvent, parce que parfois on entend deux grands musiciens qui jouent, et puis on se dit, très bien, ils se sont rencontrés ce matin, ils jouent ce soir. On est très heureux d'entendre de grands musiciens, mais il y a quelque chose qui nous manque. Et vous, comment ça se passe quand vous travaillez toutes les deux? Il y a des hauts et des bas. Parce que vous devez justement avoir une franchise entre vous, que n'ont pas forcément des musiciens qui se connaissent moins bien. C'est ça aussi le problème, on peut dire, parce que finalement, je pense qu'on gagne du temps et on le prend plus mal maintenant, parce qu'on sait que c'est pas méchant, c'est toujours bienveillant. C'est par amour de la musique. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu... on passe pas par quatre chemins, quoi, disons. Vous voulez ajouter quelque chose, Lorraine? Oui, aussi quand on a une longue histoire comme ça, je pense qu'on cherche aussi à faire évoluer notre duo, pas seulement nous en tant qu'instrumentistes de notre instrument, mais aussi l'alliance entre nous et de la perfectionner en fait. Donc c'est aussi intéressant de faire vivre, faire évoluer notre duo en fait. En même temps, vous devez avoir besoin de jouer, vous, peut-être avec une ou un autre pianiste, et vous, Lorraine, peut-être avec d'autres musiciens, justement pour revenir après
à Aurélienne ou vous à Lorraine. Oui, bien sûr, on joue avec d'autres musiciens. C'est indispensable. C'est toujours enrichissant de travailler avec d'autres personnes, bien sûr. Alors pour en revenir à ce disque Au bord du rêve, alors vraiment ce titre c'est très fort, la personne qui a trouvé ce titre, parce que on le disait hors micro, en même temps ça veut tout dire et ça veut rien dire au bord du rêve, parce qu'on se trouve jamais au bord du rêve, on est toujours soit éveillé soit endormi, et quand on dort on est dans le rêve ou on l'est pas. Mais cette notion de au bord du rêve, en même temps c'est très poétique, c'est très évocateur, on comprend très bien ce que ça veut dire. Mais on a l'impression d'un état presque second. C'est ça, très c'est un état qu'on pourrait retrouver en étant un peu dans un état hypnotique. Mais je pense que c'est l'état qu'on a souvent quand on écoute de la musique. Et évidemment, nous, on la joue, donc il ne fallait pas qu'on soit dans cet état, il faut qu'on le crée. Mais c'était ce qui était intéressant, c'est-à-dire comment laisser flotter, comment faire balancer ces pièces pour que on soit proche d'un flottement de notre esprit, voilà, et tout en n'allant pas vers la monotonie. C'est pour ça que l'ordre du disque était important, qu'on cherchait à la fois des transitions plutôt douces en termes de tonalité, vous parliez de ça tout à l'heure, et en même temps parfois à créer rupture avec des petits cauchemars. C'était un peu notre projet. Voilà, les inquiétudes qu'on peut avoir quand on rêve, ou de façon diurne ou nocturne. Hein. En fait, ça peut être on peut rêver dans la journée aussi, et voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de cet état hypnotique que vous devez transmettre et créer, mais sans le ressentir vraiment, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué, que je trouve très mystérieux, c'est comment un musicien arrive à transmettre des sentiments que nous on ressent en tant qu'auditeur, mais sans vous être plongé entièrement, parce que c'est un travail, en même temps vous travaillez, vous jouez... donc ça fait appel à une technique, et en même temps vous transmettez des émotions que vous devez transmettre sans obligatoirement les ressentir totalement. Enfin, c'est assez bizarre cette marge. Je pense qu'on est obligé de les ressentir. Hein. Oui, moi, vous les ressentez, mais... on doit rester maître de... Oui, c'est ça. Sa technique, c'est souvent, il faut être froid dans la tête, un peu et chaud dans le cœur, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà une belle définition, oui, effectivement. Là, c'est le cas avec ce disque Au bord du rêve. Il y a tellement de compositeurs. Il y a la Grieg qui revient. Lui, il fait partie... lui, il est plutôt, effectivement, dans une certaine effervescence, parfois. Oui, c'est les paysages nordiques, avec tous les contes, les mystères qu'il y a en Norvège, tout ça, ça fait voyager. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé ? Donc, on parlait de l'enregistrement. Vous avez enregistré dans quel ordre, en fait ? Au départ, vous vous souvenez ? Je pense que dans l'ordre dans lequel on se sentait plus à l'aise, on sentait à ce moment-là... on avait établi pour le premier jour, et après, on s'est plus laissé porter par le moment, ce qu'on voulait jouer à ce moment-là, dans quel état on se sentait, c'est plutôt ça. Et vous, Lorraine, je vous en prie. C'est justement ce qui a pu être une difficulté, c'est qu'on n'a pas voulu prévoir, et en même temps un atout, parce que comme dit Aurélienne, quand on avait vraiment envie d'enregistrer cette pièce, il suffisait de s'y mettre, et on trouvait plus facilement peut-être l'état dans lequel il fallait être pour la jouer, parce qu'effectivement il y a 23 pièces, donc il y a vraiment 23 univers différents. Et alors comment ça s'est passé ? Vous avez enregistré ça 2 jours, de nuit, au bord de la nuit ? C'était 2 jours, mais comme on était dans une église, et c'est vrai que c'était plus calme le soir. Donc on a le dernier soir, la fin de l'enregistrement, il faisait nuit, on a fini à minuit, je crois. Et c'était, on jouait donc le rêve d'amour. C'était une dernière pièce qu'on a enregistrée. Et donc il faisait quasiment noir dans l'église, on avait un peu de lumière, mais il faisait très sombre. Donc je pense que c'était vraiment une atmosphère spéciale. Et en fait, moi je me suis sentie bien dans cette... Il est très bien enregistré du reste, ce disque. C'est un très bel enregistrement. Vous vouliez dire quelque chose là-dessus ? Oui, le fait d'enregistrer aussi dans une église, ça porte au recueillement et c'était quelle église et à la concentration. À Prémery. Donc voilà, c'était pas facile non plus, parce que ça résonne beaucoup.
Et merci beaucoup pour Non. vos compliments sur la qualité de l'enregistrement. Ah oui, non, parce c'est un que, très bel enregistrement. Ça a dû être compliqué aussi. voilà, Tout était compliqué. c'était compliqué parce que ça résonnait beaucoup et qu'il fallait bien s'entendre toutes les deux, mais il fallait aussi que le micro soit placé plus proche de nous pour qu'il y ait une définition précise. C'est un programme que vous pouvez donner au concert ou ça vous paraît trop éclectique, justement? Vous avez trouvé une unité au disque, mais qui est peut-être plus compliquée à imposer au concert. Oui, effectivement, c'est plus compliqué au concert parce qu'on veut pas lasser les gens aussi de jouer que des pièces lentes. Du coup, ce qu'on fait, on a fait des concerts de sortie et on mélange, donc on joue quelques pièces du disque et on mélange avec du répertoire classique. Par exemple, on a joué avec la sonate de Chopin et une sonate de Beethoven aussi. Et je pense que ça marche très bien ce programme, de jouer seulement quelques pièces et pas évidemment tout le programme d'un coup, ce qui est trop... Puis la sonate de Chopin, il y a ce merveilleux mouvement lent qui lui aussi Voilà, va c'est bien ça. dans le rêve. Exactement. Donc c'est tout trouvé. Quelle sonate de Beethoven vous mettiez? On a joué la 4e, qui est Ouais. déjà, qui amorce le C'est romantisme. le dernier Beethoven. Ah ouais, alors là, il y a un contraste assez violent avec le reste, peut-être. Bah, ça introduit très bien. Oui, oui. Ah non, mais je dis pas que ça va mal, de toute façon. Mais c'est quand même très contrasté avec ce programme du disque. Oui, mais après, en fait, on va vers vraiment la musique très romantique et on a mélangé avec Liszt, on a joué Tchaïkovski aussi, les berceaux. Enfin, de toute façon, le répertoire piano-violoncelle, il y a de quoi faire. Enfin, c'est un répertoire. Voilà, c'est ça. Bon, il y a tous ces grands chefs-d'œuvre qu'on évoquait, toutes ces sonates de Beethoven, de Brahms, les Fauré, ou quelques grands autres. Et puis il y a Prokofiev, Oui, Rachmaninov, Poulain, Shostakovich, Poulain, Chopin, enfin, ils sont innombrables. Mais donc c'est un répertoire que vous continuez d'explorer, ou alors depuis que votre duo est constitué, vous avez quand même joué l'essentiel de tous les chefs-d'œuvre? Oui, Et on n'a encore pas tout joué encore, hein, mais moi, évidemment, si, je pense que j'ai joué vraiment énormément de choses. Mais ensemble, il y a encore des choses qu'on n'a pas jouées. Donc vous avez des projets là où on peut en parler, ou alors c'est encore trop précoce? Non, je ne veux pas vous cueillir à froid. Je vois Lorraine, vous avez peur de faire des révélations. C'est-à-dire que moi, je suis toujours en train d'explorer le répertoire. Donc, à chaque fois que je vois une pièce qu'on n'a pas jouée, j'en parle à Aurélienne. Par exemple, tout à l'heure, mais je t'en ai pas encore parlé, puisque on se voit là. Richard Strauss a écrit une sonate pour violoncelle et piano. Moi, je l'ai jamais jouée et j'aimerais bien qu'on la découvre ensemble. Et voilà, il y a encore plein de musique Oui, enfin, de toute façon, vous, pianiste, vous avez 150 vies devant vous pour explorer le répertoire. Malheureusement, oui, je pense que j'en ferai pas le tour. Bon, ça, personne n'en est capable. Mais justement, alors, je me retourne encore vers vous, Lorraine, puisque vous jouez cet instrument, le piano, qui a un répertoire quasi infini, et que je vous ai toujours écouté dans un répertoire, justement, un peu en dehors des sentiers de traverse, enfin, oui, je me trompe dans l'expression, enfin, en dehors des sentiers battus, oui, pardon. Sur les chemins de traverse. Sur les chemins de traverse, voilà. En dehors c'est à cause de Au bord du rêve, qui est un mélange de Après un rêve et d'Au bord d'une source. Donc je me suis complètement égaré à cause de vous. Donc non, mais c'est de ma faute. Donc vous qui suivez justement ces chemins de traverse, dans le grand répertoire, quelles sont les œuvres pour piano vers lesquelles vous vous retournez quand vous faites un retour aux sources, justement? Moi, en ce moment, c'est beaucoup Frédéric Chopin. Mais j'ai des phases, on peut dire. Alors avant l'été, c'était la musique, et pendant l'été, c'était la musique espagnole, donc plein de Granados. Et parfois, voilà, je peux retourner vraiment au classique avec Beethoven, avec vraiment le défi de jouer plusieurs sonates en concert d'affilée. Enfin, je veux dire, c'est le problème plutôt avec moi, c'est de maintenir la motivation pour jusqu'au concert, parce que sinon j'aime beaucoup de choses, et j'aime aussi beaucoup le changement. C'est ce qui me motive le plus, c'est de découvrir, de redécouvrir. Donc voilà, la difficulté, c'est plutôt de ne pas me lasser de ce que j'ai décidé de jouer.
Et là, ça va être forêt. Beaucoup de forêt. Très bien. Mais quoi, les nocturnes pour rester dans l'esprit du disque ou les barcaroles Je vais jouer au Palazzetto Bruzane, où on a joué d'ailleurs avec Aurélienne l'année dernière. Je vais jouer dans un festival forêt. Du coup, moi, ça, j'ai c'est décidé, bientôt. j'ai décidé de jouer des barcaroles. Et puis, il va y avoir aussi ses élèves. Il y a un compositeur sur ce disque qu'on n'a pas encore évoqué, compositeur contemporain, François Popinot, jazzman, Lorraine de Ratulle. Oui, parce que c'est un super pianiste et compositeur de jazz qui a été mon professeur dans le conservatoire où j'enseigne. Mais en jazz. En jazz, parce que j'adore ça. J'ai été bercée par le jazz, et justement bercée parce qu'il nous a écrit une berceuse, donc spécialement pour nous. Et on l'en remercie chaleureusement parce que c'est une super pièce. Et alors, je pense que les gens auront du plaisir à écouter une autre couleur. Mais alors justement, quand on est pianiste classique, il y a un lien qui est parfois difficile. Enfin, pour interpréter du jazz, quand même une musique qui est moins écrite et plus improvisée, avec un art totalement différent. Alors absolument, c'est pour ça que je voulais essayer d'apprendre pour m'ouvrir à l'improvisation. Mais tout ce qui est harmonique, en fait, c'est commun. Quand on joue du Debussy, du Fauré, du Ravel, c'est pétri de ces harmonies jazz. Et un pianiste comme Bill Evans était Bill Evans, pétri de cette musique. c'est mon pianiste préféré. Alors là, voilà, non mais il a d'ailleurs un disque où il interprète des œuvres classiques avec orchestre, et puis on sent tout ce qui vient de Debussy ou d'autres compositeurs quand on écoute Bill Evans. Oui, puis il a joué énormément de Michel Legrand, et qui a fait ses classes au conservatoire. Et puis avec Nadia Boulanger. Voilà. Donc on se rejoint dans tous ces univers. En tout cas, je rappelle ce disque Au bord du rêve, absolument magnifique, qu'on peut écouter le soir, on peut aussi écouter le matin, comme ça donne une idée de ce à quoi on va s'attendre. Après un disque magnifique paru pour le label Parati, et Lorraine de Ratulle, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci Frédéric. Et Aurélienne Bronner, il me reste à vous remercier également infiniment d'avoir été mon autre invité. Merci. Pour illustrer ces entretiens avec la violoncelliste Aurélienne Bronner et la pianiste Lorraine de Ratulle, je vous propose de les écouter interpréter des œuvres de Liszt, Rêve d'amour, des œuvres de Manuel Le Fayard, Robert Schumann, Louis Aubert, Claude Debussy et Franz Schubert. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres magnifiques et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you.